Bonjour tout le monde, ici Marc-André. Aujourd'hui, sujet numéro 4, l'historique de l'atome. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de quoi est faite la matière? Une question qui remonte aussi loin qu'à l'Antiquité. En fait, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec Démocrite avait déjà suggéré que la matière était constituée d'atomes. Mais aucune base expérimentale ne permet de confirmer cette théorie et une question continue à hanter les esprits. La matière est-elle continue ou discontinue? Pour trouver une réponse à cette question, il fallut attendre à la fin du 18e siècle, où là, grâce au début de l'expérimentation scientifique, certaines lois fondamentales furent établies. La première de celles-ci, c'est la loi de la conservation de la masse. De notre ami Lavoisier, selon laquelle la masse totale demeure constante lors d'une réaction chimique. Cette première loi nous donne un indice que la matière est constituée d'atomes, car si on considère qu'une réaction chimique n'est qu'un réarrangement d'atomes, alors la masse doit être conservée. Ensuite, quelques années plus tard, on a la loi des proportions définies du chimiste Joseph Proust, selon laquelle la composition d'une substance est invariable. Autrement dit, deux échantillons d'une même substance, par exemple H2O, vont contenir les mêmes deux éléments dans le même rapport de masse. C'est-à-dire, pour 2 grammes d'hydrogène, je vais toujours avoir 16 grammes d'oxygène. Cette loi sous-entend également l'existence d'atomes, car un ratio constant entre les nombres d'atomes dans un composé conduirait forcément à un ratio constant de masse. Ensuite, 2 ans plus tard, le professeur anglais John Dalton formule la loi des proportions multiples, selon laquelle les rapports des masses de deux composés formés des mêmes éléments sont dans un rapport simple. Donc, par exemple, si j'ai deux composés qui contiennent du carbone et de l'oxygène, par exemple CO et CO2, dans le CO, il y a 16 grammes d'oxygène pour 12 grammes de carbone, tandis que dans le CO2, j'ai 32 grammes d'oxygène pour 12 grammes de carbone. Donc, pour une masse constante de carbone, je m'aperçois que j'ai 2 fois plus d'oxygène en masse dans le CO2. Donc, un rapport simple ici. C'est donc en se basant sur ces lois que ce même Dalton formula la première théorie atomique en 1808. Cette théorie atomique est basée sur 4 postulats. Le premier postulat, la matière est formée de particules indivisibles appelées atomes. Deuxième, les atomes d'un même élément sont identiques. Mais différents d'un élément à l'autre. Ce qui permet d'expliquer pourquoi l'hydrogène a des propriétés différentes que l'oxygène, c'est à cause que les atomes d'hydrogène sont différents des atomes d'oxygène. Troisième postulat, les atomes se combinent selon des rapports simples. Donc, 1 pour 1, 1 pour 2, etc. Ce qui explique l'existence des composés chimiques. Et les atomes ne sont pas consommés lors de réactions chimiques ou ne sont pas modifiés. Ce qui explique que les réactions chimiques ne sont que des réarrangements des atomes. Alors, avancée scientifique majeure en 1808 avec la formulation de la première théorie atomique. Par contre, Dalton n'a pas essayé de décrire la structure interne de l'atome. À quoi ressemblaient ces atomes? C'est une question qui va devoir rester mystérieuse encore plusieurs années. Puis, d'un seul coup, découverte du tableau périodique, découverte considérée par plusieurs comme la plus importante contribution à la chimie du 19e siècle par M. Dimitri Mendeleïev. Alors,
Mendeleev remarqua qu'il existait une relation périodique dans les propriétés des éléments après les avoir classés en fonction de leur masse atomique. Dans le premier tableau périodique que l'on voit ici à gauche, qui contenait seulement 63 éléments qui étaient connus à l'époque. Avec ce tableau, Mendeleev parvint à prédire plusieurs années d'avance les propriétés de certains éléments qui n'étaient pas encore découverts. Toutefois, il y avait quelques anomalies dans son premier tableau périodique qui venaient du fait qu'il avait classé les éléments en fonction de leur masse atomique plutôt qu'en fonction de leur numéro atomique. Il faut se rappeler qu'à cette époque, on n'avait pas encore découvert les particules à l'intérieur de l'atome. Mais on sait aujourd'hui que la périodicité dans les propriétés des éléments est une fonction de Z, le numéro atomique, et non pas de la masse atomique. Alors, dans le tableau périodique moderne, les 118 éléments connus aujourd'hui sont classés en fonction de leur nombre de protons, de la gauche vers la droite, de la période 1 à 7. Les périodes qui sont des rangées. Et on a aussi les familles qui, elles, sont des colonnes. Alors, les éléments d'une même famille ont des propriétés semblables en raison d'un même nombre d'électrons de valence. Par exemple, la famille 1A, la famille des alcalins, qui commence par le lithium, ont des propriétés similaires parce qu'ils ont tous un électron de valence. Les alcalino-terreux, famille 2A, ont des propriétés similaires car ils ont 2 électrons de valence. Les gaz nobles, famille 8A, quant à eux, ont 8 électrons de valence, c'est-à-dire une couche de valence complète, ce qui leur confère une grande stabilité, que les autres éléments du tableau périodique vont chercher à obtenir en perdant ou en gagnant des électrons. Par exemple, les halogènes, les éléments du groupe 7A, ont 7 électrons de valence et vont vouloir capter un électron de plus afin d'obtenir une couche de valence comme celle d'un gaz noble. OK, on a aussi ce qu'on appelle les métaux de transition, qui sont en fait les éléments des groupes B. Par opposition à ce qu'on appelle les éléments représentatifs, qui sont en fait les éléments des groupes A, à l'exception des gaz nobles qui sont dans leur catégorie à eux-mêmes. Les éléments sont également classés en 3 grandes catégories, les métaux, les non-métaux et les métalloïdes. Les métaux à gauche du tableau périodique sont riches en électrons, conducteurs électriques et thermiques, malléables et ont un éclat métallique, contrairement aux non-métaux à droite du tableau périodique qui sont, quant à eux, pauvres en électrons, isolants électriques et thermiques et d'aspect terne. À mi-chemin entre métaux et non-métaux, on a ce qu'on appelle les métalloïdes, qui, eux, ont des propriétés intermédiaires. Alors, continuons l'histoire ensemble avec la découverte de la première particule subatomique, l'électron, par le physicien anglais Thomson en 1897. En fait, c'est en travaillant avec un instrument qu'on appelle un tube à rayon cathodique qu'il a réussi à découvrir l'électron. Un tube à rayon cathodique, c'est essentiellement une ampoule dans laquelle on a fait le vide qui contient 2 électrodes connectées à une source de haute tension. Les électrons circulent dans le fil électrique, comme ceci, sont éjectés à la cathode afin d'atteindre l'anode. Sauf que là, on leur joue un tour à ces électrons-là, puisque l'anode est perforée, ce qui va faire que les électrons vont continuer tout droit afin de frapper un écran.
et lorsque les électrons vont frapper l'écran, ça va émettre de la fluorescence. Alors, Thomson a eu l'idée d'appliquer un champ électrique externe au faisceau et il a observé que le rayon était dévié vers la plaque positive. Ce qui démontre la présence d'électrons. Suite à ça, il va proposer son propre modèle atomique, qu'on appelle aussi le modèle du pain au raisin, dans lequel les électrons sont dispersés dans une sphère qui est uniformément positive. Puis, durant les mêmes années, des scientifiques se rendent compte que certains éléments émettent naturellement des rayonnements de haute énergie, ce que Marie Curie va nommer la radioactivité et définir comme étant l'émission spontanée de particules ou de radiations de haute énergie lors de la désintégration d'atomes instables. Il y a en fait trois types de rayons émis par les éléments radioactifs. Par exemple, si on met une substance radioactive dans un boîtier de plomb, donc par exemple de l'uranium, on peut décomposer le faisceau émis en trois sous l'action d'un champ électrique externe. On se rend compte qu'il y a des rayons alpha, qui sont des particules de charge positive qui vont être déviées vers la plaque négative. Ces particules sont identiques en tout point à des cations d'hélium 2+. Les rayons bêta, quant à eux, sont déviés vers la plaque positive, donc ce sont des particules de charge négative qui sont essentiellement égales à des électrons. Puis on a les rayons gamma qui, eux, ne sont pas déviés par le champ électrique, sont donc électriquement neutres et qu'on sait que ce sont des rayonnements électromagnétiques. Donc, rayonnement électromagnétique de haute énergie et électriquement neutre. Alors, c'est grâce à la découverte de la radioactivité que la prochaine particule subatomique, le noyau, a pu être découverte par Ernest Rutherford. Alors, dans sa fameuse expérience de la feuille d'or, Rutherford eut l'idée d'utiliser des particules alpha, donc des particules de charge positive, rappelons-nous, comme projectiles afin de vérifier le modèle atomique de Thomson. Dans cette expérience, il va utiliser un émetteur de particules alpha afin de bombarder une feuille d'or qui est entourée d'un écran de détection, afin d'étudier la trajectoire des particules alpha. Les observations qu'il en fait l'ont grandement surpris. Alors, en effet, la plupart des particules traversent la feuille d'or sans être déviées. Et quelques-unes sont fortement déviées ou voire complètement réfléchies. Il en conclut que l'atome était essentiellement constitué de vide et que les charges positives devaient être concentrées dans le noyau. Ceci mena Rutherford à formuler son propre modèle atomique qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome. On peut résumer ce modèle-là comme ceci. Alors, le noyau est chargé positivement avec les électrons qui gravitent autour de lui comme les planètes autour du Soleil. Le noyau est très dense, donc 106 tonnes par centimètre cube. Il contient l'essentiel de la masse de l'atome. L'atome est constitué essentiellement de vide. Le diamètre du noyau est 10 000 fois plus petit que celui de l'atome. Et l'atome, soit dit en passant, a un diamètre
de l'ordre de 0,1 nanomètre ou de 10 à la moins 10 mètres. Son modèle atomique présentait toutefois une faille importante puisqu'il n'arrivait pas à expliquer pourquoi l'hélium avait une masse 4 fois plus élevée que l'hydrogène alors qu'il avait 2 fois la charge positive. Mais grâce à la découverte du neutron par Chadwick, le mystère du rapport des masses entre les éléments pouvait maintenant s'expliquer. En effet, alors que l'hydrogène contient un seul proton dans son noyau, l'hélium contient 2 protons et 2 neutrons, ce qui le rend 4 fois plus lourd que l'atome d'hydrogène. Pourquoi? Parce que les protons et les neutrons ont environ la même masse, comme on peut voir dans le tableau 2.1 ici. Les protons et les neutrons qu'on appelle les nucléons. Et souvenons-nous que la somme du nombre de protons et de neutrons nous donne ce qu'on appelle le nombre de masses. C'est ainsi que les 3 particules constitutives de l'atome ont été découvertes, dont les propriétés sont montrées ici, et ce qui explique aussi l'existence des isotopes, qui sont, rappelons-le, des atomes d'un même élément qui contiennent un différent nombre de neutrons. Observation, la masse d'un atome dépend essentiellement de son nombre de nucléons. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va voir que ce modèle-là, ce n'est pas le modèle actuel quand on va étudier prochainement la mécanique quantique.